Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je veux la tourner. J'ai voulu rentrer le bonnet, c'est pour ça, on est soudés abonnés. J'ai une théorie sur le cerveau. Alors, je suis pas le seul, hein, j'ai pas inventé cette théorie. Mais moi, c'est vrai que je l'avais jamais lue, je me la suis fait moi-même. Vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur les psychédéliques et c'est à peu près ça qui m'a emmené à cette réflexion. Je pense que nous n'avons pas de libre arbitre, mais alors absolument zéro. Premier argument, premier exemple, le premier truc qui me le fait penser, c'est la dépression. La dépression, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas décider. Vous pensez noir et vous pensez que c'est votre choix, que c'est parce que vous êtes triste, etc. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'observable sur un IRM et que du coup, en fait, on comprend que c'est un dysfonctionnement neuronal qui fait que la sérotonine ne fonctionne pas et a un taux beaucoup trop bas, et ce qui fait que ça vous rend triste. Parce qu'en fait, finalement, le bonheur, il a une recette chimique, c'est la sérotonine. On monte ton taux de sérotonine. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux dans la vie. Si ton taux de sérotonine est bas, tu seras pas heureux et tu pourrais n'avoir rien du tout dans la vie. Si ton taux de sérotonine est plein, tu vas être heureux. C'est juste le bonheur, il est chimique. Donc déjà, quand le truc le plus important pour les gens presque, c'est le bonheur, et bah tu te dis que déjà c'est pas un truc que tu décides vraiment, c'est juste un récepteur avec une jauge plus-moins. Déjà, c'est le premier argument. Donc voilà, t'es persuadé d'être triste, que c'est ton choix pour quelqu'un qui est en dépression, alors que le lendemain, tu lui fais prendre par exemple de la mescaline, et ben il ira mieux. Alors temporairement, attention, hein, je suis pas en train de dire que les psychédéliques c'est un remède miracle. C'est les psychédéliques qui m'ont amené à cette réflexion, cette théorie, mais voilà, c'est pas un remède miracle. Oui, il ira mieux, c'est une certitude, hein, pour le coup, pendant quelques jours, il ira mieux. Mais une dépression, ça se traite. Il faut peut-être faire une thérapie, ou peut-être prolonger le traitement des psychédéliques pendant plusieurs mois avant que le taux soit complètement réglé, parce que les psychédéliques agissent sur la neuroplasticité. Ce qui permet du coup peut-être d'aller mieux. En tout cas, c'est une bien meilleure méthode sans aucun doute que d'utiliser des benzodiazépines qui sont les antidépresseurs, etc. Ça augmente aussi la sérotonine et tu te sens mieux sur le moment. Mais il y a un risque d'addiction. Enfin, c'est pas il y a un risque, hein, c'est que c'est quasiment inévitable hein, quand on en prend tous les jours. Ça coupe tout, ça coupe toutes les humeurs. C'est vraiment pas parfait. Et du coup, voilà, ça c'est clair. Je pense qu'on est d'accord ici, pour les gens qui me suivent sur les psychédéliques, que les antidépresseurs, ça ne pourra jamais être la bonne solution. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo de critiquer les antidépresseurs. Peut-être que je le ferai un jour si cette vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On sait que, enfin moi tu me mets dans un laboratoire avec un cerveau humain et je peux le rendre en dépression si je veux et je peux le rendre heureux si je veux. En fait il y a juste à appuyer sur ce récepteur. Voilà. C'est imagé, hein. Je sais que c'est pas forcément possible comme ça, mais en gros c'est ça. Deuxième exemple qui va parler à tout le monde, c'est l'amour. Tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux. Et c'est pire que ça. C'est-à-dire que quand tu rencontres la personne, avant même qu'elle dise un mot, ton cerveau il a déjà décidé s'il va tomber amoureux ou non de la personne. Donc à partir de ce moment-là, genre comment on peut estimer avoir un libre arbitre si c'est une fille qui est importante et avec qui tu veux peut-être partager tout le reste de ta vie ou te marier, etc., faire des enfants, et bah tu te rends compte que même ça, ce qui représenterait quasiment une grosse partie de ta vie, tu vois, la vie de famille pour beaucoup c'est important, et bah même ça, c'est pas toi qui le choisis. C'est ton cerveau. C'est une réaction chimique de ton cerveau, la bourre. Tu te rends compte? Et ça, d'ailleurs, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses en question. Genre, je me prends beaucoup moins la tête de ce côté-là parce que je me dis, bah, de toute façon, quoi que je fasse en vrai, tout est déjà décidé à l'avance. Donc, c'est vrai que vous prenez pas la tête. Ça sert à rien. Ça se passe dans le cerveau, de toute façon. Tu pourrais être muet pendant 1 heure. Si son cerveau a choisi, oui ou non, c'est bon. Autre exemple, du coup, on fait la transition sur les humeurs. On ne contrôle pas nos humeurs. Les filles, avec leurs règles, vous savez très bien, et attention, hein, m'attrapez pas en mode ouais, vous le savez, c'est une réalité, vos hormones à ce moment-là sont déréglées, etc. Vous n'êtes pas forcément de bonne humeur, vous pouvez être triste, enfin, tout est varié, vous ne le contrôlez pas, et pourtant vous savez que c'est ça qui vous fait ça, mais vous n'avez aucun moyen d'agir dans votre cerveau pour vous dire, ok, je sais que c'est mes règles, mais je vais essayer d'aller au-delà. C'est pas possible. Nous, de notre côté, les gars, c'est vrai qu'on a de la chance là-dessus, mais on a autre chose qui rythme nos humeurs. Notre libido, on la contrôle pas. Enfin, les filles non plus. Nous, c'est la testostérone qui régule ça. Et donc, quand t'as envie, c'est pas toi qui as envie, c'est juste que ton taux de testostérone est haut, et voilà. Que juste que ton taux de testostérone est élevé, et t'as un pic, et c'est un pic hormonal. C'est les hormones qui décident du désir, c'est pas toi.
Pourtant, toi, t'es persuadé que c'est toi, mais c'est pas toi. Manger. Quand t'as faim, tu te dis, tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Au final, c'est pas toi qui as envie. C'est juste ton estomac, ton cerveau qui a faim, qui associe ça à telle chose. On va passer sur l'ordi et on va un petit peu regarder le cerveau, les cases du cerveau, comment ça marche et tout. Donc à tout de suite. Je parle beaucoup de la sérotonine dans cette vidéo et ça agit en fait sur tout le cerveau. On ne peut pas vraiment localiser une zone, hein. Ça agit quasiment partout parce que c'est dans les récepteurs 5HT1, 5HT2 et même 3, 5HT3, mais principalement le 1. Donc ça, voilà, c'est, comme je vous dis, la recette du bonheur chimique. Il y a un trident avec la dopamine, je vous en ai parlé, et je vous en parlais d'une troisième. Avant ça, localisons cette zone dans le cerveau, là, qui est en orange, c'est l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est là où beaucoup de choses se jouent, parce que il est responsable, entre guillemets, du plaisir, de l'appétit, du sommeil, et il contrôle tout ça, un peu comme une télécommande. Juste en dessous, il y a l'hypophyse, qui lui gère l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est celle qui complète notre trident du bonheur, hein. La recette du bonheur, c'est dopamine, sérotonine, ocytocine. Ocytocine, voilà, ça rendrait les gens un peu plus empathiques, ce qui ne fait pas de mal du tout. Et c'est voilà, c'est l'hormone de l'amour. Elle est souvent sécrétée voilà, dans ce genre de relation. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite qui dirait que les hommes dormiraient mieux avec leur compagne que tout seul. Mais en revanche, une femme, par contre, dormirait mieux toute seule qu'avec un homme parce que il y a une transmission de l'ocytocine qui est asymétrique. Pour revenir à l'hypothalamus, il ne gère pas que l'appétit, le sommeil et le plaisir. Il a un impact, et c'est ça qui est intéressant pour notre vidéo, sur les fonctions corporelles et comportementales. Qui dit comportemental dit impact sur le libre arbitre. Comme la reproduction par exemple, l'appétit, la soif, voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est pas vous qui avez faim, c'est, en l'occurrence, c'est l'hypothalamus qui vous dit que vous avez faim et que vous avez soif. Et les émotions, le stress, le plaisir, etc., toutes les émotions passent par là, elles sont contrôlées par l'hypothalamus. On arrive un petit peu à mieux voir comment la machine fonctionne et comment, en regardant ça, on perd notre libre arbitre. La dopamine, c'est la motivation, le plaisir, la récompense. Je vais vous montrer une vidéo qui explique comment fonctionne le circuit de récompense de quelqu'un de normal et comment fonctionne celui de quelqu'un d'addict. C'est mon troisième argument. Une personne addicte ne décide pas qu'elle est addicte et donc a un impact limité sur ses choix. On pense que quelqu'un d'addict, c'est sa volonté, c'est ses choix, voilà, il est comme ça. Contrairement à ce qu'on pense, on ne choisit pas d'être addict. C'est une prédisposition liée à un dysfonctionnement du système de récompense. Elle sera toujours addict parce que dans son cerveau, il y a des circuits. Il y a le circuit de la récompense, le circuit de la mémoire et de l'apprentissage, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle. Et on a tous ça, nous. Quelqu'un qui est addict, il a toujours ces quatre circuits, mais ils sont plus pareils. Il a la récompense et la mémoire, ils sont ensemble. La motivation toute seule, le contrôle tout seul. Comme ils sont tout seuls, il n'y a plus de contrôle. Donc ces gens-là, c'est vraiment pas de leur faute. Ils n'ont pas de moyens d'action là-dessus. Donc contrôle pas. De plus, chose très importante qui va dans le sens de notre théorie, c'est qu'un addict reste addict toute sa vie. Même s'il a arrêté de consommer, dans 20, 30 ans, 40 ans, il est toujours addict. Il suffira de une étincelle, il est toujours addict. Mais tout comme quelqu'un de dépressif le sera toute sa vie. Il peut être très bien pendant des années, il suffira de un seul élément et il pourrait y avoir une rechute. Parce que on ne peut pas changer sa composition cérébrale. Leurs cerveaux sont faits comme ça, ce sont des maladies, vraiment. Et ça, c'est la fameuse étincelle qui peut arriver quelques années après, dans les amygdales, l'endroit où il y a la mémoire, c'est là où ça peut se redéclencher. Très peu de nos choix, peut-être même aucun de nos choix, sont nos choix. Et donc à partir de ce moment-là, moi je me dis qu'on n'a pas de libre arbitre. Parce que je me dis, si tout ça là, tout ce qu'on sait déjà sur le cerveau, on sait que c'est rythmé par tel récepteur, dopamine, endorphine, sérotonine, etc. Si on sait que tout ça c'est lié par ça, qu'est-ce qui me fait croire que ce que je suis en train de dire là, ou ma prochaine pensée, mes pensées dans ma tête, c'est moi qui l'ai choisi et c'est pas un autre récepteur, c'est pas une addition de réactions chimiques qui me donne ça.
Et bah rien ne peut me prouver que moi j'existe, que Jaël existe. Absolument rien. Et du coup, bah moi, ma théorie, c'est que voilà, il n'y a pas de moi et mon cerveau, il n'y a pas de jeu, c'est la disparition du jeu, c'est juste mon cerveau. Et moi, là, qui suis en train de parler, je suis juste une case de mon cerveau, qui est le produit d'une réaction chimique en temps réel, d'une addition de récepteurs plus-moins, qui fait que bah, je suis en train de dire ça, et que ma prochaine pensée, ça sera ça, etc. Et mais du coup, je n'ai absolument aucun choix, comme un robot, au final. On... Je fais ce parallèle aussi avec les animaux, parce que les animaux, en fait, pour moi, ils sont exactement pareils que nous, sauf que juste nous, notre cerveau, il est plus développé, ça c'est un fait, et que cette case-là, elle a été plus développée que tout le reste des autres animaux, et que du coup, on a ce qu'on appelle une conscience. Mais cette conscience, en soi, bah, c'est juste un récepteur de plus de notre cerveau. Donc pour moi, on n'existe pas. Du coup, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas d'âme. Et bah, ça me fait pas plaisir de le dire, parce que moi, j'aimais bien croire à ça aussi. Quelqu'un d'aussi égocentrique que moi, croire qu'il n'existe pas au final, et que je suis juste mon cerveau, et que cette personnalité-là, bah, c'est rien, c'est juste une addition de plus-moins qui a donné ça. Bah ouais, ça m'embête. Ça m'embête de croire ça. Mais en même temps, je peux pas aller contre la vérité. Et la vérité, bah, j'ai bien l'impression que c'est ça. En tout cas, aucun neurologue ne pourra me dire que bah, c'est de la merde ce que je raconte dans cette vidéo. Parce que, bah, en termes techniques, il pourra le dire. Mais sur le fond, il ne pourra absolument pas le dire. Parce que, aujourd'hui, on est incapable de démontrer que ce que je dis, j'ai tort. Ou que ce que je dis est vrai. Voilà, sinon je ferais pas cette vidéo, hein. Si c'était juste faux et que le premier neurologue qui passe et me dise que c'est faux ce que je raconte, je la ferais pas. Là, vous pouvez croire à ça, et c'est scientifiquement possible. Ce qui m'a mis sur cette idée, c'est quelque chose une expérience qui s'était très mal passée. Peut-être qu'on en parlera dans une vidéo. C'était avec du canna, donc la racine qui pousse en Afrique, hein, pas ce que vous pensez. Et ça s'était mal passé parce que bah voilà, ça avait été trop dosé. Et je sais que j'ai eu une confusion mentale en rentrant chez moi. J'avais une incapacité à réfléchir. Quand on me parlait, j'avais l'impression qu'on me parlait une autre langue. J'étais obligé de prendre du temps à traduire et tout. Et je me suis dit, waouh. Je savais que c'était juste un crash de sérotonine, un crash. Mais impossible pour mon cerveau de reprendre la main, même s'il savait que c'était juste une altération qui allait peut-être être temporaire. J'ai quand même eu ce doute que ce soit permanent, et puis j'ai eu ce doute de me dire, ah ouais, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, je contrôle vraiment pas ce que je fais, je contrôle vraiment pas mes pensées, c'est-à-dire que même si moi je sais que c'est faux, etc., je peux quand même pas aller au-delà. Ça m'a changé un peu la vie sur l'appréciation que je peux avoir des relations humaines, etc., que ça sert à rien de s'embêter, parce que de toute façon, tout est à peu près décidé à l'avance par le cerveau, et que de toute façon, bah, tu contrôles rien. Donc en fait, ça sert à rien de se prendre la tête. C'est ce que je disais aussi dans ma vidéo qui taxait qui critiquait les milliardaires. Je disais que l'univers est grand, etc., et que ça sert à rien de se prendre la tête pour notre existence qui est infime. Et bah là, c'est pareil. Ça renforce cette idée de pourquoi se prendre la tête alors que de toute façon, on décide rien. C'est juste plus, moins. Est-ce qu'un animal, il se prend la tête, il décide? Non. Donc, on a juste un cerveau un peu plus développé qui nous permet de créer des choses, mais au final, on est dans une espèce d'illusion qu'on existe. Pour moi, on n'existe pas. On existe matériellement, oui, j'existe, mais là-dedans, l'âme, on n'existe pas du tout. Et donc bon, bah ça c'est forcément une théorie datée, hein, parce que vous, les croyants, vous n'allez pas du tout aimer cette théorie, parce que c'est logique. Et du coup, quand on pense ça donne une appréciation de la mort qui est totalement différente. Parce que si on n'a pas d'âme, etc., cette espèce de conscience, bah quand on meurt, on se pose pas la question de où je vais après. Puisqu'on n'existe pas, c'est juste mon cerveau, c'est pas moi et mon cerveau, c'est lui, c'est tout. Il n'y a pas deux entités. Bah du coup, quand, par exemple, cette batterie externe va lâcher, quand elle va mourir, je vais pas me dire, tiens, où est-ce qu'elle va aller après la mort? Pas du tout. C'est une machine. Est-ce qu'on se pose même la question pour les animaux? Quand vous tuez un moustique, on l'a tous fait, hein, on le fait plusieurs fois par an, vous vous demandez pas, tiens, où est-ce qu'il va aller? Pas du tout. Parce que vous dites, il a pas de conscience, etc. Et ben là, nous, c'est pareil. Ça sera pareil. Là, en fait, avec cette théorie, on arrive beaucoup plus à visualiser le rien. J'arrive vraiment à visualiser le rien parce que
En fait, c'est exactement pareil que de tuer un moustique, que de tuer ça. Enfin, c'est même pas un être vivant, ça, mais même arracher une plante, etc. On se pose pas cette question de ce qu'il y aura après la mort pour eux parce que ils n'existent pas dans la conscience. Mais nous non plus. On n'existe pas, donc c'est pour ça que du coup, il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Voilà, c'était une vidéo un peu théorie. J'ai pas spécialement d'autres théories, mais celle-là, c'est vrai elle a une influence sur ma vie qui est énorme maintenant, parce que je ne jure que par ça. C'est vrai que maintenant, quand j'ai un problème, je m'attaque pas au problème, je m'attaque à quel récepteur il est actif. Est-ce que c'est ma dopamine, les endorphines, est-ce que c'est la sérotonine? Moi, généralement, c'est souvent la sérotonine qui, des fois, descend plus vite que la moyenne. Et bah, je fais en sorte de recharger cette case et tout va mieux. Donc, maintenant, j'appréhende plus du tout un problème dans le réel, je l'appréhende bah, comme ça, comment je le répare. Est-ce que c'est une baisse de testostérone? Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est ça? Et en fonction, et bah, je régule. Mais comme une machine au final, hein, comme une voiture, est-ce qu'elle manque d'essence? Est-ce qu'elle manque d'huile? Est-ce que c'est le liquide de refroidissement? C'est pareil. Là-dedans, c'est juste plein de circuits. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir gâché votre vision. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous y croyez, j'ai réussi à vous convaincre, j'espère pas. Moi, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo, de la sortir, parce que ça me permettra d'éviter un peu d'y penser, maintenant. Parce que c'est vrai que j'en parle souvent dans mon entourage, etc. Et je voulais faire cette vidéo pour extérioriser cette pensée, et essayer de retourner dans l'illusion que j'existe. Ça serait bien. Mais même si je pense que, malheureusement, c'est faux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pars au Pérou bientôt, donc je vais vous faire des vlogs de préparation physique, etc. parce que c'est l'altitude. Et ensuite, en mai, quand je serai au Pérou, bah, je ferai des vlogs qui sortiront cet été. Ça fera comme avec l'Égypte. Donc je suis trop content. N'oubliez pas de liker. Et j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Mettez beaucoup de commentaires, ça me ferait plaisir de voir ce que vous en pensez de cette théorie. Et surtout, abonnez-vous là, faut qu'on monte.